Bonjour, on continue aujourd'hui notre chapitre 3 avec les transformations chimiques. Donc, il existe énormément de types différents de transformations chimiques. Donc, on a vu qu'une transformation chimique, ça se fait entre des réactifs qu'on fait réagir ensemble. Ça produit par la réaction chimique ce qu'on appelle des produits qui peuvent être en petite quantité ou en grande quantité. Il peut y avoir un produit, il peut y en avoir plusieurs. Voici quelques exemples de réactions chimiques. Donc, premièrement, on peut appeler, il y a des réactions chimiques qui vont produire de la chaleur et il y a d'autres réactions chimiques qui vont avoir besoin de chaleur pour s'amorcer. Donc, c'est ce qu'on appelle des réactions qui sont soit endothermiques ou exothermiques. Donc, une réaction qui est endothermique, c'est une réaction chimique qui va avoir besoin d'énergie pour s'amorcer. Ça veut dire qu'il va falloir lui fournir de l'énergie pour que la réaction chimique débute et il va falloir continuer de lui fournir cette énergie-là pour que la réaction se poursuive. Donc, par exemple, de la photosynthèse, c'est un exemple de réaction qui est endothermique. Ça veut dire qu'elle a besoin du soleil, de l'énergie du soleil pour se faire. Et quand il n'y a pas d'énergie, quand il n'y a pas de soleil, ben, la réaction chimique ne se fait pas. Tandis qu'une réaction qui est exothermique, donc exo fait référence à extérieur, c'est une réaction chimique qui libère de l'énergie en se faisant. Ça peut être sous forme de chaleur, donc tu peux vraiment sentir que la température va augmenter d'un liquide, par exemple. Ça peut produire de la lumière, donc ça peut créer de la lumière en se faisant ou de l'électricité. Donc, par exemple, une réaction qui est exothermique, la formation de la rouille. Donc, quand un élément va être en train de rouiller, qu'on va dire qu'il va s'oxyder, ça va produire une faible quantité d'énergie, évidemment. Là, on sent pas de chaleur quand la rouille se fait si tu touches à ta voiture. Par contre, l'énergie va quand même être produite à petite échelle. Ce que vous remarquez quand on regarde l'énergie où elle est placée dans une réaction qui est endothermique, l'énergie elle est placée dans les réactifs. Tandis que pour la réaction qui est exothermique, l'énergie, elle est placée dans les produits. Donc, c'est la grosse distinction aussi, c'est facile à reconnaître si on regarde une réaction chimique. Donc, on va aller voir de quoi on va avoir. Donc, je vous montre le graphique qu'on peut avoir à visualiser. On va en reparler en classe. Donc, vous avez ici le bilan énergétique de la décomposition de l'eau. Donc, l'énergie augmente, stabilise et redescend. Donc, globalement, ce qui s'est passé dans une réaction chimique, c'est qu'au début, les éléments, les molécules sont toutes attachées ensemble. Pour faire la réaction chimique, on a besoin de briser des liens. On arrive en haut, tous les atomes sont séparés et ça reforme de nouvelles molécules. Donc, pour briser les liens, on a besoin d'énergie et pour reformer des nouveaux liens, ça dégage une certaine quantité d'énergie. C'est ce qui nous permet de savoir si c'est une réaction qui est endo ou exothermique. Donc ça, on en reparle en classe demain. Donc maintenant, je vous amène dans la réaction chimique qu'on appelle l'oxydation et la combustion qui est une sous-catégorie de l'oxydation. Donc, de l'oxydation, ça vous fait penser, vous, probablement, à de la rouille. Mais l'oxydation, en fait, c'est une réaction chimique et un réactif de l'oxydation, c'est de l'oxygène. L'oxygène, on l'appelle un oxydant. En fait, l'oxydant, ça veut dire que lui, il va aller chercher des électrons. Par exemple, dans la réaction chimique qui est ici, le fer va réagir avec l'oxygène et ça va former du Fe2 ou 3 qui est de la rouille. Donc, l'oxygène va venir chercher des électrons au fer et ça va former la molécule qui est ici. Bien, une réaction d'oxydation, c'est une réaction qui dégage un petit peu d'énergie, donc très peu, mais ça dégage quand même une certaine quantité d'énergie. Donc, l'oxydation, pour la reconnaître, on regarde dans les réactifs s'il y a de l'oxygène et on regarde dans les produits s'il y a de l'énergie. La combustion, on dit que c'est une sous-catégorie de l'oxydation parce que ça dégage beaucoup plus d'énergie qu'une simple réaction d'oxydation. Donc, vous voyez, l'oxygène est encore dans les réactifs, ça dégage quand même de l'énergie, mais par contre, une réaction de combustion va dégager aussi du CO2. Donc, on peut le voir là vraiment comme une combustion, comme du feu. Et ça va produire aussi ce qu'on appelle de la vapeur d'eau. Donc, je vous montre le triangle de feu. Donc, voici le triangle de feu. Pour faire une combustion, ça prend 3 éléments très importants. Premièrement, le combustible. Donc, ce qui va brûler, ce qui va réagir. Donc, par exemple, du bois, de l'essence, du propane, ce qu'on peut faire brûler, ton allumette, ça, c'est le combustible. On a aussi besoin du comburant.
le comburant, c'est ce qui entretient la combustion. Donc, principalement, le dioxygène qui est dans l'air. Donc, vous vous souvenez sûrement, vous avez déjà vu ça, une chandelle qu'on va mettre sous une cloche de verre, on va étouffer le feu. Bien, quand le feu a plus d'oxygène, il va s'éteindre. Et on a besoin aussi de ce qu'on appelle de l'énergie d'activation ou la température d'ignition. Ça veut dire qu'il faut amorcer une combustion. Donc, il faut amorcer notre feu, donc par exemple comme notre allumette qu'on va mettre dans notre foyer. Et une fois que la combustion est amorcée, bien là, il y a suffisamment d'énergie, donc ça génère de la chaleur et la combustion va se faire. On a atteint la température nécessaire et la combustion va se faire. Donc, pour faire une combustion, on a absolument besoin de 3 côtés dans notre triangle. C'est pour ça qu'on appelle ça un triangle. Un triangle qui a juste 2 côtés, ça n'existe pas, ça s'écroule. Donc, on a absolument besoin de ces 3 éléments-là pour que la combustion ait lieu. S'il y a un de ces 3 côtés-là qui s'écroule, ben la combustion ne va pas fonctionner, la combustion va s'arrêter. Donc, par exemple, si tu manques de propane dans ta bonbonne de barbecue, ben ton barbecue va arrêter de fonctionner. Tu pourras pas faire cuire les steaks parce qu'il n'y aura pas de combustion, il n'y aura pas de feu. Même chose si tu n'entretiens pas ton feu de bois, ben si tu mets pas de bois, tu mets pas de combustible, ton feu va arrêter aussi. Même chose si tu arroses ton feu à la fin de la soirée, tu es à l'extérieur, tu prends le boyau d'arrosage, tu l'éteins, ben le feu va arrêter parce que tu abaisses sa température. Et une fois que tu as abaissé sa température, il n'y a plus suffisamment d'énergie pour se faire, donc ta combustion va s'arrêter. Donc, il faut absolument les 3 côtés à ta combustion pour que ça ait lieu. Dernière transformation chimique, c'est la neutralisation. Donc, on a déjà travaillé là-dessus dernièrement. On a fait un laboratoire. Donc, neutralisation, ça veut dire d'annuler l'effet acide ou basique d'une substance en les mélangeant ensemble dans une quantité, ça peut être une quantité égale ou une quantité différente, dans le but d'obtenir une solution qui est neutre. Dans la solution qui est neutre, on obtient toujours du sel et toujours de l'eau. Donc, toutes les neutralisations qui se font entre un acide et une base donnent du sel et de l'eau. C'est ce qu'on avait vu ensemble quand on a fait la neutralisation dernièrement en laboratoire. Donc, avant de vous amener ici, je vais aller vous montrer qu'est-ce qui se passe globalement avec les ions dans la neutralisation. Donc, dans la neutralisation, on a premièrement des acides qui se dissocient en ions pour former des H+. Donc, par exemple, de l'acide chlorhydrique, du HCl, ça forme du H+, et du Cl- en solution. Donc, les ions H+, c'est les petites boules blanches. La base, elle se dissocie en libérant des ions OH- en majorité. Donc, par exemple, de l'hydroxyde de sodium, du NaOH, ça fait du Na+, du OH-. Donc, les OH-, c'est les rouges et les blanches. Quand on mélange tout ça ensemble, donc beaucoup me l'ont expliqué dans leur analyse, les H+, et les OH- vont former de l'eau. Donc, ça fait que c'est neutre. Donc, les petites boules blanches vont réagir avec les rouges et blanches. Ça va former du H2O. Ce qui reste comme ion, donc l'ion positif et négatif, c'est ce qui va former le sel entre eux. Donc, dans ce cas-ci, ça va former le Na et le Cl. Donc, l'ion positif et négatif vont venir s'associer ensemble pour former le sel. C'est toujours ce qui se passe dans une neutralisation. Maintenant, comment on fait pour trouver quels sels sont formés? Donc, on a besoin de savoir c'est quoi notre acide, c'est quoi notre base. On a besoin de savoir c'est quoi les ions présents dans notre solution. Donc, il y a toujours des ions H+ formés par l'acide, il y a toujours les ions OH- formés par la base. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui reste. Donc, ici, on a du soufre. Donc, avec votre tableau périodique, vous êtes capable de savoir que le soufre, il est dans la 6e colonne. Il y a 6 électrons de valence. Donc, il va former des ions -2 parce que lui, il a tendance à aller chercher 2 électrons de valence. Ensuite, il reste ici le potassium, le K, qui est dans la première famille. Donc, il va former un ion +1. Pour savoir c'est quoi le sel formé, ben on les associe ensemble en s'assurant toujours d'avoir une molécule qui est neutre. Les plus et les moins doivent s'annuler. Donc, ça me prend combien de K+ pour venir annuler le -2 du S? Donc, ça me prend 2K+ pour annuler un S. Donc, ma formule, ma molécule formée de sel, c'est du K2S. Et voilà, j'ai terminé. On se revoit en classe pour parler des graphiques. Merci!